Il y a la virgule. Ça va filer droit. Voilà, j'avais la virgule et le coup de fouet. Donc. Bonjour à tous, donc je reviens cette semaine et j'ai de la chance parce que je reviens pour parler d'amour. Bon, évidemment, j'ai oublié la thématique d'origine que j'avais donnée à Barbara et je me suis contentée de parler d'amour et de droit et j'ai oublié que j'avais dit que je parlerais des couples atypiques. Bref. Mais tous les couples sont atypiques, on te pardonne. Ouais, c'est ça, c'est qu'en fait c'est complètement mainstream de parler des couples atypiques. Bref, je me suis dit que j'allais vous faire quelques digressions et que vous alliez réfléchir un petit peu en même temps que moi. Tout ce qu'on peut dire d'abord, c'est que l'amour n'est pas juridique, ou plutôt il n'a pas de définition juridique, il est même absent des textes. Et d'ailleurs, on pourrait même dire que l'amour résiste à toute définition parce qu'il est multiple, protéiforme, vague et abstrait. Mais c'est sûrement pour nous ce qui en fait le charme. Mais pour autant, est-ce qu'on peut dire que le droit ne connaît pas l'amour ? À première vue, ce sont deux notions qui s'opposent. Le droit ne se crée pas et ne se pratique pas avec amour, ou alors par amour du droit. Le droit se perçoit comme l'expression de la raison, de la rationalité du peuple, en tout cas en démocratie. L'amour qui relève de l'intime, du sentiment et parfois de la passion est par essence irrationnel. En ce sens, le droit ne s'intéresse pas à l'amour, il n'a que faire de savoir que votre cœur s'enflamme ou qu'il est froid comme de la glace. Le juriste n'examine que ce qu'il peut changer, et donc il n'y a pas de place pour l'amour dans le droit. L'amour, inclination éminemment personnelle et instinctive, échappe au droit. Le droit ne peut s'immiscer dans ce qu'il ne connaît pas. Plus précisément, le droit ne peut atteindre ce qui n'est que ressenti, car aucun moyen juridique ne peut influer sur un ressenti. Il n'y a pas de place pour le droit dans l'amour. Et pourtant, parfois l'amour s'extrait des profondeurs de l'âme humaine et il s'exprime. Il crée alors une situation factuelle, qui cette fois devient juridiquement palpable. Finalement, ce sont les conséquences de l'amour que le droit va régir. Dans la diversité des moyens de l'expression amoureuse ou du destinataire de celle-ci, le droit va se positionner et il va gendarmer l'amour. On sait que la flèche de Cupidon n'est pas toujours logique, qu'elle est parfois capricieuse et malicieuse. On ne choisit pas quel cœur elle va transpercer. Pourtant, si l'expression de l'amour implique la participation active de l'être aimé, elle ne peut se faire qu'avec son consentement. Peu importe l'intensité de l'amour, pour être consommé autrement que par la voie déclarative, il doit s'assurer de l'acceptation de son objet. L'objet de l'amour. Pourtant, si l'expression de l'amour implique la participation active, non, je viens de vous le dire, et si l'on dit que l'amour est aveugle... C'est l'objet, elle s'est perturbée. Oui, c'est l'objet. Si l'on dit que l'amour est aveugle, le droit réalise le miracle de lui rendre la vue en retirant de son spectre certains destinataires. En réprimant la pédophilie, par exemple, le droit ne laisse pas libre cours à l'amour. Et dans ce cas, on peut estimer que c'est bien heureux. Parfois, c'est l'amour lui-même qui sollicite le droit. Quand il ne lui suffit plus de s'exprimer, l'amour en mal de reconnaissance se met en quête de réalité sociétale. Le droit lui offrira alors une matérialisation à travers le concept du mariage ou du pax. Cette union donne une existence juridique au couple que le monde extérieur percevra alors comme tel. Mais ici, le droit se fait une nouvelle fois arbitre. Il décide des amours qui méritent cette reconnaissance sociale. Pour le droit, en tout cas français, l'amour ne se partage qu'à deux et ne se destine qu'à une seule personne. Récemment, le droit, parce que maître du jeu, il sait, a décidé que l'amour pouvait être reconnu entre deux personnes de même sexe. Le droit s'arroge donc des prérogatives sur l'amour. En tant que représentation de la volonté du peuple, le droit estime pouvoir se prononcer sur ce sentiment si profond. Il s'attribue la possibilité de donner à l'amour une normalité, à l'extérieur de laquelle tout serait anormal. Enfin, je crois que le droit aime l'amour, à sa façon pragmatique et rationalisée, parce qu'il cherche à le protéger, tout au moins à le venger lorsque l'amour est déçu, ou à le consoler lorsqu'il est meurtri. L'amour se voudrait réciproque, et pourtant parfois l'amour se meut, il change de destinataire. Le droit qui a reconnu cet amour au travers d'un mariage s'insurge. Il sanctionne alors l'époux ou l'épouse adultère en offrant à l'amoureux déçu un divorce pour faute, lui octroyant une indemnité réparant la déception, et surtout, en supprimant le droit de l'auteur de cet affront à prétendre à une pension. Enfin, parfois, l'être cher disparaît. Si ce n'est pas un coup du sort, ce peut être par les agissements d'une personne. Le droit console alors le triste et seul amoureux,
en lui reconnaissant un préjudice moral, né de la perte d'un être cher. Et dans un cas comme celui-là, il pardonne aux tourtereaux de n'en avoir pas officialisé leur amour par une union juridique. Le concubin malheureux recevra le même soutien que l'époux ou le partenaire attristé. Le droit panse les blessures, mais les bandages et les potions qu'il administre sont les seuls qu'il connaît. Ils sont pécuniaires. Dernière humiliation faite à Cupidon, de l'amour, on fait une évaluation.